Et si votre véritable essence se trouvait au-delà des rôles que la société vous a imposés? Découvrez les profondeurs de l'être, le podcast qui ose explorer le chemin concret où spiritualité et psychologie se rencontrent. Oubliez les injonctions à la perfection et les attentes extérieures. Ici, nous retirons les couches superflues pour retrouver ce qui est déjà là, solide et essentiel en nous. Chaque semaine, je vous invite à réconcilier l'enfant intérieur qui sommeille en vous avec la femme que vous êtes devenue et celle que vous aspirez à devenir. À harmoniser votre quête spirituelle avec vos responsabilités quotidiennes. À explorer une approche holistique où chaque aspect trouve son importance. À transformer vos défis en opportunités d'éveil et de croissance. Comment entreprendre sans sacrifier sa famille? Entreprendre, vendre et se vendre de manière éthique, est-ce vraiment possible? Comment rester fidèle à soi-même dans un monde qui valorise les apparences? Comment embrasser le chemin de la maternité quand elle réveille notre propre enfant intérieur? Comment chaque élément de notre quotidien impacte notre santé physique, mentale et relationnelle? Alors que notre société est fondée sur le regard de l'autre, je tente de vous guider vers cette présence intérieure qui peut transformer votre monde extérieur. Les profondeurs de l'être, ce n'est pas juste un podcast, c'est une démarche concrète vers l'essentiel. Un épisode à la fois, pas à pas vers une existence plus alignée. C'est une révolution silencieuse qui commence par vous. Abonnez-vous maintenant et rejoignez une communauté de femmes qui osent incarner leur vérité profonde et remettre en question le statu quo. Bonjour Cécile. Allô Célia. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet passionnant, mais avant tout, parle-nous un peu de toi. Alors, que dire? Je suis une femme passionnée par les mystères de la vie depuis toujours et en fait, j'ai découvert une passion pour la physiologie de l'enfantement et de l'accouchement à partir du moment où je suis tombée enceinte. Waouh! Puis, qu'est-ce que tu fais comme métier? Parce que ça a quand même rapport. Alors, je suis ostéopathe dans la vie, donc je connais très bien la physiologie déjà. Et j'ai eu envie d'encore plus en savoir à propos de ce qu'on peut vivre comme femme, comme processus de vie. Alors toi, justement, tu as vécu un accouchement assez exceptionnel. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, à 10 jours de grossesse, j'ai eu une forme de révélation. Et j'ai eu tout de suite l'envie, pour moi c'était ma vérité, c'était clair, c'était comme une évidence que j'allais accoucher à la maison avec des amis et de façon non assistée médicalement. Ce qu'on appelle Anna. Anana. Anna, donc accouchement non assisté, c'est ça? C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ce que ça représente un peu, grosso modo, en termes de pourcentage au niveau des accouchements? Alors au Canada, c'est pas mal caché et peu fait. Ça représente 17% des gens. Quand on regarde par exemple dans d'autres pays comme aux Pays-Bas, ça va représenter jusqu'à 35%. Une naissance sur 3. Une naissance sur 3 qui est faite librement à la maison avec la famille autour. C'est seulement. quand même exceptionnel. Puis, est-ce que l'ANA, c'est légal au Québec, au Canada? Alors c'est tout à fait légal. Je me suis renseignée donc pour cette première grossesse. Puis il y a déjà 2 démarches de prévues dans la loi. D'accord. Et pour faire surtout le document pour faire reconnaître l'enfant, donc la déclaration de naissance, qui peut pas être signée du coup par quelqu'un qui n'est pas là. Oui, exact. Et c'est déjà prévu. Et je l'ai faite et ça, j'ai tous les papiers pour ma fille, tout est bon. D'accord, parce que habituellement, à la naissance, dans un hôpital, bon, il y a un médecin qui signe l'acte de naissance. Tout à Mais fait. là, étant donné que tu es à la maison, il faut qu'il y ait des témoins de ta grossesse, puis du bébé qui n'est plus dans ton ventre ensuite, c'est ça? Alors en fait, si on rentre dans les détails, il y a 2 démarches possibles. Effectivement, déjà, il faut se procurer le document que, comme on n'est pas à l'hôpital, on l'a pas. Fait que ça prend une lettre à l'état civil, demander le document. Une fois qu'on l'a, on a 2 possibilités pour remplacer la signature du médecin. Soit on va suivre, en fait, on peut prouver avec un dossier médical qu'on a eu un suivi de grossesse
récent, fait que ça veut dire jusqu'à la fin de la grossesse, puis qu'on a été vu par un médecin ainsi que le bébé après l'accouchement. D'accord. Soit on remplace cette signature-là par au minimum 2 lettres de personnes qui déclarent qu'ils nous ont vus enceintes, qui nous ont vus peut-être même à l'accouchement, qui nous ont vus après. D'accord. Et ça doit pas être des personnes de la famille. D'accord. Ouais. Des tierces personnes qui Ouais. peuvent en témoigner. Exact. C'est pas mal intéressant. Ça a l'air quand même assez simple finalement. Oui. Ok. Faut C'est aller les encourageant. faire certifier, puis c'est gratuit, puis c'est quand même ça. Parfait. Comment en es-tu arrivée là finalement? Parce que c'est pas un choix. Bon, là, tu me dis que tu as eu une révélation vers les 10e jours de ta grossesse, mais c'est quand même un processus après, j'imagine, pour être sûre de toi. Alors, je suis quelqu'un d'assez intense dans la vie. Quand j'ai un truc en tête, je l'ai pas ailleurs, comme dirait ma mère. Mais ça a été tout un processus parce que quand j'ai dit ça à mon conjoint, il m'a regardé puis il m'a dit non mais ça se peut pas. Je suis pas sage-femme, moi je peux pas t'aider, je sais pas quoi faire. Puis il a commencé à paniquer puis ça a pris des mois avant qu'il accepte. Ouais. Et que moi c'était ça, c'était une évidence. Puis je lui disais mais si c'est pas ça qui se passe, je suis en danger. C'est pas comme ça que je le vois, c'est comme j'ai besoin de ça pour que ça se passe bien et je le sens au fond, au plus profond de moi que c'est ça. Oui, puis justement, on va parler tout à l'heure de la force de l'intention, on va en reparler. Est-ce que tu as rencontré des obstacles face à ce choix, justement? Le premier obstacle que j'ai rencontré, ben, c'est ce qu'en pensent les gens qui étaient autour de moi. Ouais. J'ai un ami qui, parce qu'il m'aime beaucoup probablement, qui a essayé vraiment de me convaincre de ne pas le faire, puis Ouais. jusqu'à ce qu'on ait des discussions très très salées, puis que ça finisse où je pleure parce que je suis plus capable qu'il me rentre dedans pour essayer de me faire Ah, et changer puis, d'idée. avec les hormones de la grossesse aussi, ça doit être spécial. Il était définitivement, mais ça n'a rien changé. Ben ça, mon chum qui avait vraiment de la difficulté à accepter ce choix au début, j'ai trouvé ça très difficile de porter cette décision seule parce que c'est mon corps, puis c'était pour moi à moi de décider avant tout, puis que lui, je m'attendais à ce qu'il me supporte et Ouais, c'était je pas le cas au comprends. début. Les autres obstacles, c'est que justement, comme c'était mon choix, on est arrivé à un compromis que si j'avais cet accouchement-là, je devais avoir un suivi médical pendant la grossesse. D'accord. C'était notre accord. Fait que j'ai été suivie de façon extrêmement médicale avec un médecin à l'hôpital pour le suivi de grossesse. Et là, j'ai heurté pour moi des grands obstacles parce que je me suis encore aperçue une fois de plus que on est dans un système hyper médicalisé, d'hyper prévention, d'hyper contrôle sur chaque détail de la grossesse. Puis moi, ce que j'avais besoin, c'était de vivre cette grossesse dans la joie, j'avais tellement attendu cette grossesse que j'avais envie de me réjouir, de profiter, de voir ce qu'il y avait de beau, de me Oui. réjouir de chaque instant. Puis c'est pas du tout ce que j'ai vécu en ayant ce suivi-là. J'avais l'impression de subir les peurs de la personne en face de moi qui voulait absolument tout contrôler, comme si cette personne définitivement pensait que la vie même était sur ses épaules, puis qu'elle allait me sauver et sauver mon bébé. Oui. Fait que cette espèce de responsabilité qui, pour moi, m'appartient de vivre ma grossesse et mon enfantement de mon choix, j'ai l'impression qu'on me le volait. Puis que la médecin prenait pour responsabilité tout ce qui est censé être la mienne. Je comprends. Fait que ça respectait pas, dans le fond, une de mes premières valeurs que je suis la personne qui sait le plus sur Terre qu'est-ce que moi j'ai besoin. Complètement. Puis à propos de ce pouvoir de l'intention aussi, et pour avoir fait des recherches à la fin de mes études, notamment sur le pouvoir de l'intention de façon très scientifique, je suis quelqu'un qui est vraiment entre le sacré, l'invisible et la science. J'aime allier ces deux aspects pour moi qui sont vraiment essentiels. Et je trouve que le pouvoir de l'intention est quelque chose, surtout dans le milieu médicalisé, qui est sous-estimé, voire même ignoré totalement. Et c'est démontré dans différentes études que on attire comme résultat ce que l'on crée. C'est vrai que la science y penche de plus en plus avec des effets assez, des résultats assez
troublant. troublant. Même moi, je trouve ça fascinant, mais on est encore très, 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 très loin de la réalité concrète, j'ai envie de dire, Ouais, de tout ce qui à se passe en vrai, là, dans la réalité, justement, sur la force. On dit la force du mental, la force de l'inconscient, finalement, sur tout ce qui nous arrive. fait. Mm. Ouais. Fait qu'un chiffre très simple de physique quantique, c'est que il y a beaucoup de gens qui pensent que ce que l'on perçoit, ce que l'on peut toucher, ce qu'on peut ressentir, c'est la réalité. C'est Oui. ça, la réalité. Le reste, ça n'existe pas. En physique quantique, ils nous disent que ce qu'on peut percevoir et sentir, d'où on est nous, là, c'est 0,1% de ce qui est réellement autour de nous. Nous, on appelle ça le vide, qui n'est absolument pas vide, on ne sait juste pas de quoi il est fait, Mhm. représente donc 99,9% des choses. Fait que je pense il est grand temps qu'on ouvre notre esprit il y a autre chose Oui, il y que a ce qui est beaucoup de palpable. choses qui nous dépassent. Oui. Exactement. Est-ce qu'il y a eu d'autres obstacles que tu as pu rencontrer dans ce processus? Oui, justement, quand je disais les gens autour de moi qui, comme cet ami-là, essayaient définitivement de me faire changer d'idée, c'est toutes ces croyances sociétales qu'on a besoin d'un médecin absolument pour accoucher. Si on regarde la thèse de Stéphanie Armand, qui est une sage-femme au Québec, qui a fait une magnifique thèse incroyable avec des très belles découvertes dedans, elle explique que l'Homo sapiens, fait que l'homme tel qu'on se connaît aujourd'hui a 300 000 ans, que si cette période-là on la met sur 24 heures, les naissances sont médicalisées depuis 4 secondes. Fait que depuis 4 secondes, on nous fait croire que les femmes ne peuvent pas enfanter toutes seules, qu'on a besoin d'un homme qui vienne nous dire quand pousser et comment le faire alors que leur corps n'est même pas conçu pour le vivre. Fait que moi, ça m'enrage. Pour moi, ça ne fait aucun sens. On dirait que le monde marche à la tête. Entre autres. Puis il y a des tas d'affaires qu'on va pouvoir se parler après qui font que ces croyances sont complètement des croyances qui sont fausses, infondées, et ça fait que les gens ont peur. Et la majorité des femmes aujourd'hui, c'est impensable d'accoucher sans un médecin. Elles ne vont pas être capables. Justement, à cause de ces peurs qui sont ancrées finalement, j'ai envie de dire même dans l'inconscient collectif chez les femmes et qui ont peur, puis si elles sont aussi culpabilisées du moment où elles éventualisent autre chose. Tout à fait. Si elles sont culpabilisées, là c'est sûr que la peur prend le dessus. Est-ce que tu peux nous parler des principales peurs qu'on peut rencontrer justement face à l'accouchement non assisté? Alors les 3 principales peurs dans le fond, c'est déjà c'est la mort du bébé. Ça, c'est une des premières choses qu'on rencontre. Puis, je trouve que dans la façon de voir le projet de naissance, quand on pense à un nana, c'est une des responsabilités qu'on entrevoit. Plus que pour les gens qui accouchent à l'hôpital et qui pensent que vu que c'est l'endroit où on sauve les gens, ben, bébé va jamais mourir. On va le sauver. Alors que la mort existe partout. Qu'on soit à l'hôpital ou pas, c'est possible. Et c'est un fait. Et il n'y a aucun humain qui peut sauver ça, ça ne nous appartient pas, c'est la vie qui décide. Oui. Fait que, voilà. Pour la mort fétale, quand il y a des données qui, dans l'histoire, remontent aux années, si je ne me trompe pas, 1600, où on n'avait pas encore connaissance des microbes, des bactéries, et donc on n'avait pas encore inventé le savon. Ça représentait moins de 3% de tous les accouchements qu'il y avait. Donc c'était déjà à l'époque extrêmement peu. Fait qu'aujourd'hui c'est juste une blague qu'on nous fasse croire ça. Puis les raisons de mort fétale souvent, c'est, on va le voir après probablement, dans le déroulement des choses. En fait, un accouchement à la maison, pour moi, qu'est-ce qui est important, c'est que c'est comme un acte tellement physiologique, tellement naturel d'accoucher que ce qui est dangereux, c'est de mettre les mains dedans, les mains de l'homme. C'est comme si on pense à l'environnement. Si l'homme arrêtait d'agir dans l'environnement, il irait beaucoup mieux. Fait que pour moi, c'est ça le vrai problème et qui crée des morts fétales. Par exemple, on peut penser à la détresse, les détresses fétales, quand le cœur du bébé ralentit beaucoup. Pourquoi les cœurs décélèrent comme ça souvent? Parce qu'il y a eu trop d'intervention, la femme est placée sur le dos, donc le bébé respire moins. On a mis du pitocin, donc des
des choses synthétiques dans son corps qui fait que les pauses sont plus courtes, le bébé a moins le temps de récupérer, moins le temps d'être oxygéné. En fait, c'est ça, on surajoute des problèmes à ce qui devrait pas être et on prend des risques. Mhm. Fait que la mort fétale était une des principales peurs. Évidemment, la peur que la femme meure en couche. Encore une fois, pour moi, c'est dans tout ce que j'ai lu comme données, c'est extrêmement rare quand ça se passe d'une façon physiologique. Puis physiologique, c'est pas accoucher par voie basse. La physiologie, c'est beaucoup plus large que ça. C'est ne pas être déclenché, c'est avoir un déclenchement naturel de son accouchement, c'est ne pas avoir de produits synthétiques tout au long de la grossesse, c'est ne pas être guidé, forcé à se mettre dans telle ou telle position, c'est suivre son instinct, c'est s'écouter, c'est être en soi. Fait que comment est-ce qu'on peut mourir en couche? La principale chose, c'est l'hémorragie de la délivrance. C'est-à-dire quand le bébé est sorti, la dernière étape, c'est que le placenta se décolle de la paroi utérine et finisse aussi par sortir par le vagin de la femme. Et quand ça sort, les vaisseaux qui reliaient la paroi utérine et le placenta sont à vif, fait qu'on peut saigner. Puis ça, c'est la bête noire des obstétriciens. C'est démontré depuis, je pense, c'est 2021. Il y a une étude de l'INSEE qui est sortie en France qui démontre encore une fois que la médecine ne se fie pas à la science. Pas encore, ça prend un délai. Qu'il y a 5 à 7 fois plus de chances d'avoir une hémorragie de la délivrance à l'hôpital qu'à la maison. Que quand on respecte la physiologie. Encore une fois, c'est parce qu'on intervient. Ouais. Parce que dans les hôpitaux, il y a des protocoles qui obligent les équipes médicales à sortir le placenta dans les 30 minutes. Coûte que coûte. Donc si ça ne sort pas, on va le chercher. On va le chercher, on tire sur le cordon, violence obstétricale, on va jusqu'à insérer... Il y a certains hôpitaux où on rentre à l'intérieur. À partir du principe où on est rentré, on a adhéré au protocole, même si on ne sait même pas de quoi il est constitué. Donc, par exemple, il y a beaucoup d'hôpitaux, à partir du moment où le bébé a dépassé les épaules, la tête est sortie, les épaules commencent à sortir, on t'injecte de l'ocytocine de synthèse pour prévoir, au cas où, que tu as une hémorragie de la délivrance. On te le dit pas, on te le met, puis on vient de démontrer que ça crée des hémorragies de la délivrance. Parce qu'encore une fois, on est dans l'hyperprévention, le au cas où. C'est ça. C'est assez incroyable. Le contrôle de chaque variable au lieu d'attendre comme on est censé attendre dans le serment d'Hippocrate que les médecins sont censés signer. On ne fait pas d'acte si on pense que ça peut nuire plus que laisser faire. Donc finalement, ces peurs, elles sont fondées ou du moins mal placées parce qu'on a peur d'une hémorragie de délivrance sans savoir qu'est-ce qui la cause. Exactement. Donc finalement, ces peurs sont infondées ou pas à la bonne place, j'ai envie de dire. Puis c'est comme pervers parce qu'on se dit une chance que le médecin était là, il m'a sauvé. Mais si on savait que c'est tous les actes qu'il a fait avant qui ont conduit cassé à la physiologie, qui lui ont permis de pas fonctionner. Oui, c'est vrai, on n'entend jamais. Et si le médecin n'avait rien fait? Voilà. Est-ce que ça aurait été mieux ou est-ce que ça aurait été pire? Bon, c'est vrai, c'est une piste de réflexion. Est-ce qu'il y a des mythes justement relatifs au comment accoucher, mais qui compliquent l'accouchement médicalisé? On en a déjà parlé, mais je pense qu'il y a d'autres points, des façons d'accoucher finalement. On parle de la position sur le dos avec les jambes en l'air, là, c'est vraiment le cliché, mais c'est un cliché qui est ancré. On se voit tous accoucher comme ça, toutes accoucher comme ça, puis on a l'impression que c'est la seule et unique façon de faire, en fait. Tout à fait. Quand on regarde les sociétés plus primitives où les façons où les femmes en fait pouvaient accoucher de la façon dont elles le souhaitaient, c'est extrêmement rare qu'une femme va se mettre sur le dos d'elle-même. Extrêmement rare. Pour plusieurs raisons. Si on pense à l'époque primitive où, admettons qu'on avait des prédateurs, c'est pas le temps d'être sur le dos, là. T'as envie que ton accouchement il se stoppe et que tu puisses courir si t'en as besoin. De plus que, y a pas besoin d'être très instruit pour comprendre que la gravité a un impact très important dans un accouchement. Quand on essaye de faire passer un bébé à travers un col, on a envie d'utiliser cette force-là. Le problème de la position sur le dos, pour moi, c'est qu'elle vient d'une incompréhension totale de la biomécanique.
C'est-à-dire qu'en tant qu'ostéopathe, pour moi, c'est une évidence. Mais en fait, si on place quelqu'un sur le dos, le sacrum, donc la fin de la colonne qui est en arrière du bassin, est censé faire ce qu'on appelle la nutation et contre-nutation. Donc, il va bouger en fonction de où est l'avancement du bébé pour pouvoir lui ouvrir la voie. Si on est sur le dos, il bloque le bassin. Ok. En plus de ça, on ne met pas juste sur le dos, on met les pieds dans les étriers. Fait qu'on ouvre les jambes, on les écarte. En faisant ça, on rapproche ce qu'on appelle les ischions, les os, quand on s'assoit sur une chaise, les os des fesses, on les rapproche. Donc on ferme le canal pour que le bébé puisse quand même réussir à sortir. Oui, alors que finalement, on lui bloque l'accès. On bloque le passage, puis on va dire à la femme, pour bien la culpabiliser, « Oh, mais ton bassin était trop petit. » Oui. Fait qu'un énorme mythe, le bassin des femmes n'est pas trop petit. Est-ce que vous voyez dans la nature des animaux morts avec le bébé coincé dans le vagin qui n'ont pas réussi à sortir? Non, on n'en voit pas. C'est vrai. Ça n'existe pas. C'est juste une mauvaise compréhension de comment le corps fonctionne. Oui, et encore là, j'ai envie de dire que même dans des mises bas accompagnées de vétérinaires, souvent le vétérinaire va tirer parce qu'il a l'impression que ça sort pas. Exact. Ouais. Fait que position sur le dos, il y a aussi toutes les femmes qui ont été enceintes et probablement médicalisées ont entendu le médecin dire « Ben là, quand tu te couches, quand tu dors, essaye de te mettre plus sur le côté gauche. » Parce que ça libère la aorte abdominale, puis ça permet justement d'être plus oxygéné et de permettre au bébé aussi de l'être plus. Par contre, au moment où on accouche, on a le plus besoin d'être oxygéné tous les deux. C'est là où on nous fait mettre sur le dos pendant des heures. Oui. Fait que ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens, effectivement. Ouais. Puis la dernière chose sur cette position, cette fameuse position sur le dos, c'est pareil, on n'a pas besoin d'être docteur en psychologie pour comprendre, si on regarde la nature encore une fois, quand un chien se met sur le dos, c'est la position de soumission par excellence. C'est je te vénère, je fais ce que tu me dis, je suis... Mon corps t'appartient finalement. Exactement. Fait que nous, on met nos femmes dans notre société sur le dos à la merci des hommes qui leur disent quoi faire pour donner la vie, et ils prétendent que sans eux, on n'y arriverait pas. Ouais. C'est assez ironique quand on y pense. C'est délirant. Fait que voilà pour cette position sur le dos, le fameux mythe que bien sûr que non, les femmes n'accouchent pas sur le dos quand on leur laisse faire. Puis le corps est là pour ça. Pourquoi on a mal quand on accouche? C'est parce que quand on a une crampe à la fesse, ça veut dire quoi? Ben lève-toi et bouge. Exact. Le corps, il dit, ça fait mal parce qu'on a besoin de bouger. On a besoin de bouger. Ou ça nous dit, ah ben comme ça, ça fait moins mal. Ben bouge. Oui, parce que le bébé descend finalement. Le bébé descend. Oui. J'aime l'analogie que accoucher, c'est comme l'inverse, comme enlever un jean trop serré. T'as un legging super serré ou un jean trop serré. On se tortille dans tous les sens. Pour réussir à l'enlever. Ben, le bébé, c'est pareil. C'est un travail d'équipe. C'est pas lui qui doit ramper tout seul puis se débrouiller puis... Oh, le pauvre, son cœur décélère. C'est la mère qui doit aider le bébé aussi à faire son passage en bougeant, des positions asymétriques, être dans la gravité, s'écouter. Mais ça, on le permet pas. Oui, d'être en symbiose finalement avec l'enfant qu'on porte. Ouais. Puis tu parlais aussi, ça me parlait beaucoup parce que je l'ai vécu moi-même au niveau de la poussée, que c'était un réflexe naturel. Et c'est vrai que moi, personnellement, je l'ai vécu pour mon deuxième où mon ventre, en fait, mon utérus s'est mis à pousser tout seul, si bien que je n'ai pas eu... Si, j'ai eu à pousser, mais en fait, j'avais à pousser quand mon ventre poussait. Et là, c'est vraiment, je pense, le meilleur moment de mon accouchement, de sentir que finalement, la nature est tellement bien faite. Puis, je veux dire, j'ai poussé 3 fois, puis mon enfant est sorti. C'était génial, quoi. Et c'est vrai que tu parlais de ça, la poussée, finalement, c'était un réflexe naturel. Or, surtout avec la péridurale, où on ne sent plus les contractions, on nous dit quand pousser, alors que finalement, c'est peut-être pas le bon moment. Tout à fait. En Amérique du Nord, principalement, il y a une espèce de vision que, à partir du moment où le col de la femme est dilaté à 10, et ben là, on doit la faire pousser. En fait, si on fait pousser mécaniquement la femme en disant maintenant tu pousses alors qu'elle le sent pas, que c'est pas rendu là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une espèce d'aspiration qui fait que tout le plancher pelvien et les organes descendent. Puis on les fait pousser 2-3 heures comme ça. Alors que si on laisse faire encore une fois la nature, que le bébé ouvre tranquillement, ici on a une espèce de pause
qu'on peut appeler la quiétude dans une certaine vision des choses de l'accouchement, qui est nécessaire. C'est comme l'image que donne justement Karine Laceva qui explique ces phases-là. C'est comme arriver au sommet d'une montagne, enfin, le sommet, on l'a trouvé tellement long avant de l'atteindre, on a le droit de juste apprécier la vue. On a passé des heures à sentir les contractions, que ça fasse mal. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes et savourer que ça y est, on est ouverte, ça y est. Ouais. Et qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter dans les 2 secondes, qu'il faut vite sortir ce bébé. Et tout va bien, là. Il est à côté sur le col, on est ouverte, on savoure. Prêt pour la dernière ligne droite, finalement. C'est merveilleux. Et donc, la poussée. Donc, nous, dans notre système nord-américain, on va dire, ben non, la femme est ouverte à 10, là, maintenant, il faut le sortir maintenant. On n'écoute pas du tout les signaux du corps. Puis, alors que si on laisse faire la nature, donc le bébé, au bout d'un moment, les contractions vont reprendre de façon efficace. Le bébé va poursuivre sa route, donc dans le vagin cette fois, et arriver très proche de la vulve, vraiment de la sortie. Là, quand on va sentir vraiment cette espèce d'anneau de feu, c'est ce que la femme va percevoir quand elle va le vivre, et ben en fait, il y a ce qu'on appelle, c'est Michel Audin qui a trouvé ça, le réflexe d'éjection du fœtus. C'est-à-dire que le corps va se mettre à pousser tout seul pour sortir l'enfant. Exact. Et il n'y a pas besoin de pousser. Le corps fait les choses tout seul. Il pousse tout seul. Et dans mon accouchement, je n'ai pas poussé. J'ai écouté mon corps et je l'ai observé pousser tout seul. Oui, exactement. C'est de l'accompagner finalement. C'est exact. Ça. Ouais. Puis c'est assez exceptionnel à vivre. C'est un très très bon souvenir que j'ai. C'était merveilleux. Et le problème, c'est que quand on pousse volontairement, ben on coupe les signaux du cerveau à dire, ben vu que ça pousse, la personne pousse toute seule, ben on va pas le faire pour elle. Fait que ça coupe le réflexe. On n'a plus de réflexe. Ouais. Fait que c'est très rare aujourd'hui de sentir le réflexe. Ouais. L'éjection du fœtus pour une femme qui accouche. Puis on parlait aussi de la perte des os. Que c'était un mythe aussi, ça, qu'automatiquement on devait perdre les os avant d'accoucher. Dans tous les films, on voit la femme qui est comme « Oh non, elle perd les os !» Alors qu'en fait, c'est que 10% des femmes qui vont perdre les os avant d'accoucher. Ouais. Donc ça, j'avais découvert ça aussi en faisant mes recherches, que c'était un mythe. Mais souvent, arrivé à l'hôpital, justement, si on n'a pas perdu les os, on nous perce la poche. Alors ça, c'est les fameux déclenchements. Alors c'est une des façons de déclencher un accouchement. Il y en a plein d'autres. Puis le fameux mythe qu'on a besoin d'être déclenché parce que on a atteint, admettons, 39 ou 40 semaines. 71% des naissances sont déclenchées au Québec, 71%. C'est énorme. Et on demande des accouchements physiologiques. Comment on peut demander de la physiologie si en partant, c'est comme, moi je me dis, c'est comme être en face d'un pommier et je dis maintenant cette pomme-là tu tombes. Mais voyons, je suis qui pour dire la pomme est pas prête. Mais c'est ça, si la femme et l'enfant ne sont pas prêts à vivre ce processus qui est intense. L'accouchement, c'est intense. C'est la femme face à elle-même qui doit réussir à s'ouvrir pour être traversée par la vie. Tu le droit de pas être prête là quand le médecin lui dit « Maintenant, on va te déclencher ». Mais on a peur, il faut que à 41 semaines, on va commencer à te mettre de la pression parce que là, attention, t'as intérêt d'accoucher parce que sinon, on va te déclencher. Dans d'autres sociétés, tu peux aller jusqu'à 43 semaines et on va te foutre la paix. Fait que... Puis les bébés vont très bien, les mamans aussi. Vont très bien. Ouais, c'est quand même exceptionnel. Fait qu'encore un énorme mythe, on n'a pas besoin d'être déclenché. Notre corps est très bien fait pour le faire tout seul quand on est prête sur tous les plans, de façon intérieure, émotionnelle. La femme, souvent, avant d'arriver à ce stade de se déclencher elle-même, là, que au niveau scientifique, ils disent même que c'est le bébé qui semblerait sécrète quelque chose, que je ne sais plus le nom exact, mais qui commence les contractions. Ok. Fait qu'il y aurait comme un appel que le bébé se sent prêt. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça va te revenir. Par rapport à la poche des os, le déclenchement. Oui, c'est ça. Oui, la femme, juste avant d'accoucher, elle va vivre cette espèce, pour la majorité, cette espèce de processus de « Oh, mais j'en peux plus, mon bébé, il va jamais sortir, je vais rester grosse toute ma vie. » Oui. C'est normal, c'est là, c'est comme, je le vois dans ma pratique ostéopathique, c'est la même chose. La personne, quand elle a suffisamment mal ou qu'elle est arrivée à son seuil, c'est là qu'elle lâche prise et qu'elle s'ouvre.
Je comprends. Oui, Et je c'est une comprends étape l'analogie. nécessaire. Effectivement, ouais. On a besoin d'en avoir marre, entre guillemets, pour être pour prête à le agir. sortir. Effectivement, Mais ouais. oui. Oui. Et là, on enlève déjà cette phase-là, la femme qu'on va déclencher. Elle n'a pas vécu son OK, là, j'en peux plus, OK, je lâche. Je Oui, lâche oui, oui, prise, puis oui. enfin, je vais le C'est faire. vraiment intéressant ce que tu dis, je l'avais jamais vu comme ça. Fait qu'on la prive de ça. On lui dit non, mardi 7h, tu viens là, puis on va te déclencher. Puis pourquoi est-ce qu'on déclenche les femmes? Quand j'ai découvert ça, ça m'a tellement fait de la peine de me dire, c'est pas pour leur santé ou pour sauver leur bébé, là. C'est parce que politiquement et de façon très administrative, ben là on n'a qu'une sage-femme puis ça en prend une pour 3 personnes. Alors là on va prévoir qu'il y en a une qui va arriver, fait que c'est C'est de la planification finalement. ça arrange l'équipe médicale, mais c'est pas pour la femme. Mhm. La femme elle arrive en bas de l'échelle quand ça a arrangé tous les autres. Ah elle on va prendre soin d'elle et de son bébé. Oui. C'est ça que je trouve. Plutôt que Dommageable. d'avoir une maman qui arrive samedi minuit et de devoir Voilà. appeler du personnel de garde. Oui, je comprends. Et c'est la C'est vie. triste. C'est la source, c'est la chose la plus sacrée qu'on puisse faire. Puis c'est comme ça qu'on la traite dans notre Ouais. société. Ouais, c'est Elle devrait être honorée, cette mère qui arrive. Oh, ça y est, t'es prête, ça y est, à donner la vie, on va être là pour toi, on va tout faire. Moi, j'avais mon grand cœur qui me disait, ça peut se passer autrement que comme ça. Mhm. Et ben, on n'est pas rendu. On déjante vite souvent quand on est enceinte. On parlait aussi de 3 autres choses. Il y avait l'épisiotomie, puis le cordon autour du cou et le siège qui conduisaient, dans la grande majorité des cas, à des césariennes. Oui, alors pour commencer, l'épisiotomie, c'est, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand on coupe le périnée de la femme pour pouvoir, soi-disant, aider à ce que le bébé sorte. Mhm. Pareil, n'importe qui vous êtes ou quel métier vous faites, prenez un tissu dans vos mains, essayez de tirer dessus, puis maintenant coupez-le en plein milieu, puis retirez dessus. Qu'est-ce qui déchire plus facilement? Une fois qu'on a coupé. Une fois qu'on a coupé. Ouais. Fait que, soi-disant que ça prévient les déchirures, non, ça prévient pas du tout, ça en crée, et c'est prouvé que c'est plus dommageable qu'une déchirure qui a été faite naturellement. Ok. Dans la cicatrisation, j'imagine. Dans la cicatrisation. Fait que, arrêtons de faire cette horreur aux femmes. Puis il y a même certains pays où, des pays d'Europe de l'Est, où la femme a une position sociale, admettons, qui est pas égale à l'homme, clairement pas. On fait des épisiotomies juste comme ça. La femme vient de sortir son bébé, on la coupe pareil. Automatiquement dans des protocoles. D'accord. Genre des atrocités de ce genre-là. C'est un homme qui a inventé ça, c'est sûr. L'épisiotomie post-accouchement, j'avais jamais entendu ça, Oui, par exemple. celle-là, elle était bonne. Ça, elle est vraiment bonne, ouais, effectivement. Dans la coupe de violence obstétricale au top, là, il y a celle-là. Ouais, effectivement. Ouais. Ah. Ouais, quelle horreur. Fait qu'on a la fameuse épisio qui, oui, parfois, très rarement peut être bénéfique, mais la majorité du temps Elle n'est pas nécessaire. carrément pas nécessaire et même dommageable. Mhm. Encore une fois, le serment d'Hippocrate, on fait pas un truc qui est Qui pire peut que ce qui va nuire. se faire Mhm. naturellement. Ok, la position en siège. Le mythe, c'est que une femme va pas pouvoir accoucher en siège. Mhm. On l'a dit sur les 24 heures qu'on rapporte l'histoire de l'Homo sapiens, il y a que 4 secondes qu'on est médicalisé. Avant ces 4 secondes, toutes les femmes qui accouchaient en siège pareil. Là. On serait Exact. pas 8 milliards d'individus sur la planète si tous les sièges étaient morts. Là. Mhm. En tout cas, fait que je pense que le problème des sièges, c'est que les gens ne sont pas formés pour faire ça. Les gens ne sont pas formés et c'est extrêmement... Ça donne encore plus de difficultés d'accoucher en siège si on est sur le dos, branché, avec une épidural où on sent rien du tout, de Mhm. toutes les jambes et qu'on peut même pas bouger. On se met des bâtons nous-mêmes dans les roues pour réussir à faire. Oui. Puis encore une fois, si on dit à la femme, ah, votre bébé est un siège, on va être obligé de faire une césarienne. Psychologiquement, la maman est pas prête à relever le défi. Alors que des mamans qui ont accouché un siège par choix, sans péridurale, j'en connais, puis ça se fait. Mais parce qu'elles savaient que ça se faisait, puis qu'elles avaient confiance en leur corps finalement. Savaient que ça allait passer. Donc partant de là, c'est passé. C'est vraiment ça, t'as soulevé un point hyper important, c'est la connaissance de la maman. Mhm.
est-ce qu'elle a confiance en elle et à quel point elle a confiance ou est-ce qu'elle est dans le paradigme où la personne en blouse blanche c'est mieux qu'elle, peu importe quoi. Ouais. Ça, je pense que c'est des points vraiment importants. Mm. Puis il restait le cordon autour du Oui, cou. exact. Ça, c'est une peur de beaucoup, beaucoup, beaucoup de mamans jusqu'à la naissance, j'ai envie de te dire. Hein. Mhm. Faut savoir que ça arrive même quand c'est dans le bébé dans le ventre, puis il a des tours de cordon, puis il s'enlève tout seul. Ok. Un bébé, c'est très... je sais pas comment dire ça, mais quand j'en traite sur la table, de la même façon qu'un adulte, je mets le bébé sur la table et je me pose mes mains, il utilise mes mains pour se traiter lui-même. Alors que l'adulte n'est plus autant en contact avec lui-même, c'est moi qui ai besoin de faire les mouvements à sa place. Ok. Fait qu'un bébé, c'est très instinctif, c'est très... il sait quoi faire. Si on le laisse faire, il va s'enlever son cordon tout seul. Ok. Même dans le ventre. Même dans le ventre. Et ça arrive très souvent, on n'est même pas au courant qu'il a eu le cordon autour du cou. Fait que c'est pas inquiétant à partir du moment où le reste, bah admettons, un bébé ça bleuit très très vite. Tous ceux qui ont eu des enfants, dès qu'il y a quelque chose, il s'étouffe, il devient bleu tout de suite. L'enfant est très réactif. Fait que c'est pas alarmant. C'est est-ce qu'il est encore tonique? Est-ce que il y a d'autres facteurs à évaluer à ce moment-là. Mais je veux dire, des tours de cordon, il y en a plein qui en ont, puis il suffit juste de le défaire, on le déroule quand il sort, puis c'est fini, là. Oui. Pas no big deal. Oui, 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 je comprends. Fait que... Puis est-ce que justement le cordon peut s'enrouler pendant l'accouchement avec tous ces mouvements à l'intérieur et s'enroule puis il sort finalement? Tout à fait. Oui, exact. Tout est possible. Il y a des bébés qui sortent avec le cordon totalement enroulé autour de tout leur corps. Il y en a, c'est juste autour de la tête. Il y en a, il sort en premier. Tout est possible. Oui, oui, oui. Aucun accouchement N'est n'est pas identique finalement. Est-ce qu'il y a des contre-indications à l'accouchement non assisté? Alors, le premier, c'est qu'il y a des femmes qui pensent que faire un nana, c'est la finalité en soi. Oui. Moi, je pense que ça l'est pas. Moi, je pense que la finalité, ça devrait être avant tout ce que la mère et le conjoint ou la conjointe feel. Qu'est-ce que eux, ils ont envie de vivre? C'est quoi leur vérité à eux pour cette grossesse-là qui peut être différente de la précédente ou de la prochaine? Puis, la première chose, c'est vraiment de sentir, est-ce que moi, j'ai envie de faire un nana? Si c'est oui, fine. Mais si c'est non, c'est fine pareil. Oui, oui, oui. Fait que, au lieu de dire contre-indication, j'aurais envie de dire plus les grands défis pour réaliser un nana. Oui, oui, c'est vrai que c'est mieux formulé. Ce serait, ben, en fait, d'être seul face à tous. C'est très difficile d'être entouré de gens qui ont peur, qui sont plus ou moins conscients de ces peurs-là et qui ont tendance à les transférer sur vous. Et surtout quand on rentre dans le 3e trimestre de la grossesse où on est très perméable à ces choses-là, donc plus instable émotionnellement, ça nous rentre encore plus dedans. C'est pas le moment d'aller dire « Ah, moi, mon projet, je vais accoucher à la maison toute seule », puis que d'avoir l'image de la personne en face « Oh mon Dieu, mais t'es donc ben irresponsable, puis tu vas mourir, tu te rends compte, mais comment ça, tu vas faire ça ?» Fait qu'il y a beaucoup de femmes qui en parlent pas. Ouais. Parce qu'on n'a pas envie d'entendre ça à ce moment-là. Je comprends totalement. Et de rentrer dans toutes les explications du pourquoi et de comment ça que c'est pas du tout de l'irresponsabilité, au contraire. C'est trop long. C'est trop long, puis c'est... Trop fatigant. C'est ça, j'ai envie de dire, c'est épuisant, puis éprouvant pour la maman qui déjà est fatiguée par la grossesse. Puis c'est tout un projet à porter, là, on va en reparler de la responsabilité. Là. Oui. Fait que, un autre grand défi de faire un nana, fait que c'est ça, c'est d'être soutenu. La première, c'était vraiment ça, d'être soutenu par d'abord son ou sa conjointe. C'est comme évident que le faire seul, là, en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment un très grand défi. Déjà au plus grand que faire un nana tout seul. Ensuite, il y a tout ce qui est médicaments. D'accord. À partir du moment où la physiologie de la maman, en tout cas, ou de la personne enceinte, est affectée par une molécule synthétique, comme les médicaments le sont, ça rend les choses un petit peu plus compliquées. C'est pas impossible, c'est juste un plus grand défi. D'accord. Notamment, par exemple, les antidépresseurs, qui sont un médicament pris par presque une femme sur 3 en âge d'enfanter. Ok. Pour la bonne raison que il y a plein de femmes qui le savent pas, quand elles prennent leurs antidépresseurs, ça
ça va aussi rejoindre le bébé, Oui. ces particules-là, ces molécules-là. Donc, il y a comme un effet de sevrage quand le bébé va naître, D'accord. qui peut durer jusqu'à 2 semaines, où il y a 30% de complications possibles, où il a besoin, le bébé, de se rendre en soins intensifs. Est-ce que c'est au niveau cardiaque et respiratoire? Et c'est un peu partout. Ok, Il peut d'accord. faire des crises d'épilepsie, il peut faire toutes sortes de tremblements, des choses où on n'a pas envie de voir ça tout Oui, seul. d'accord. Fait que si on a gardé sa médication pendant sa grossesse et surtout le dernier trimestre, c'est vraiment un plus grand défi d'accoucher à la maison seule D'accord. quand on n'a pas ce qu'il faut pour accueillir cet enfant-là qui est pas dans sa physiologie naturelle. Mhm. Ça prend des moyens du coup qui vont avec pour assurer sa sécurité. Fait que certains médicaments à vérifier si vous en prenez, que c'est votre projet, de faire attention à ça. Et un des derniers qui font que le défi est plus grand, euh, c'est, comment dire, je vais appeler ça le refus de se regarder soi-même à l'intérieur de Mhm. soi. Parce que, et ça j'en parle parce que c'est ma pratique à tous les jours, pour moi, les douleurs, autant que l'accouchement ou quand ça peut bloquer, s'arrêter, ça représente un blocage ou un arrêt qu'on a en soi avant tout. Mhm. Et d'être en contact avec cette partie de nous qui nous dit ok, là mon accouchement s'arrête. J'ai eu ce cas-là dans mon accouchement où j'ai été moi-même mettre les doigts dans mon vagin pour regarder est-ce que mon bébé, mon col s'ouvre, est-ce que je peux sentir déjà la tête de mon bébé ou ça avance, puis à un moment donné le col a bloqué, il ouvrait plus. Mhm. Et j'ai eu la chance d'être accompagnée par une amie qui a cette vision aussi et qui m'a dit mais qu'est-ce qui ouvre plus en toi? Qu'est-ce qui fait que ça ouvre plus? Qu'est-ce qui te fait peur peut-être? Mhm. Et c'est sûr que dans ce moment-là, j'étais dans mon cocktail hormonal, puis ça a été difficile, mais j'ai réussi à revenir à moi, puis à faire cette introspection et à me dire, ben oui, je les avais observées déjà, mes peurs, je les connaissais, mais elles étaient encore là. Mhm. Et elles remontaient, puis c'était ok, elles avaient besoin d'être accueillies, d'être conscientisées, puis je les ai nommées. Euh, j'en ai pleuré, j'ai dit tout ce qu'il y avait à être dit. Et je me suis mise après à crier en disant mais oui, j'ai le droit de donner la vie, oui, j'ai le droit de, de- d'accéder à ce rêve-là, d'être maman. Puis quand j'ai eu cette phase-là où je me suis reprise sur moi-même, où j'ai repris le dessus à l'intérieur de moi, j'ai remis mes doigts et tout avait débloqué. Mhm. Il faut une vraie capacité d'auto-analyse finalement. Puis accepter que même si on fait un travail pendant tout le parcours, on peut avoir encore une partie de travail à accomplir pendant l'accouchement. Tout à fait. Et je Mm. pense que ça rend un nana beaucoup plus Oui. sécuritaire d'avoir cette connaissance, cette conscience de soi, autant corporelle qu'émotionnelle. Mhm. Ça rend les choses vraiment plus faciles et plus sécuritaires. Et en même temps, ça rend le parcours encore plus beau, je Oui. trouve. Ouais, parce qu'on devient vraiment, en plus d'être maman pour la première fois ou une nouvelle fois, on est une autre personne à chaque fois, là. Ouais. Exactement. Mm. Puis à propos de ça, je viens justement d'apprendre quelque chose de très intéressant. Pour ceux qui sont familiers avec les expériences de mort imminente, Mhm. donc pour ceux qui ne le sont pas, c'est quand notamment les personnes, souvent ça arrive à l'hôpital, admettons ils ont une opération ou quoi, puis médicalement pendant quelques minutes ils sont cliniquement morts. Mhm. Fait que le cœur s'arrête de battre, le cerveau est plus irrigué. Et en fait ces personnes reviennent à la vie quelques minutes après. Mhm. Puis la science ne sait pas l'expliquer, il y a beaucoup de recherches là-dessus. En fait, ce que je viens d'apprendre, c'est que la glande pinéale, qui est une glande dans le cerveau, sécrète de la DMT, qui est une hormone très particulière. Et qu'en fait, la femme, quand on respecte sa physiologie à l'accouchement, et qu'elle arrive à un certain stade où l'intensité de la douleur augmente, eh ben, elle sécrète aussi de la DMT et elle a cette capacité d'accéder à un autre monde, d'accéder à des informations. On peut dire, Karine dit de Quantique Mama, d'aller télécharger l'âme de son bébé, d'aller le chercher. On se décorpore pour certaines femmes. On vit une Mhm. expérience transcendante Oui, c'est qui vraiment nous une change. symbiose finalement qui... oui. Oui, on a accès à ces choses, ces mondes, ces mondes invisibles ou ces choses que on ne peut pas percevoir autrement. On a un état de conscience qui se modifie tel Mhm. que le corps nous amène à nous dépasser, à aller au-delà de tout ce qu'on a toujours connu. Et ça, c'est quelque chose que les femmes qui ont un accouchement très médicalisé ne peuvent pas vivre. Et finalement, ça me fait penser au lien d'attachement. Il y a peut-être finalement un lien spirituel entre la mère et l'enfant qui se fait à ce moment-là. C'est une belle C'est quelque façon chose de à le voir. explorer, ouais, vraiment. Mm.
Ben, en parlant de ça, je trouve aussi que c'est quelque chose d'important à mentionner. C'est Michel Audin qui a Qui est médecin découvert, obstétrique, hein? ouais, médecin obstétricien français, qui a fait des recherches toute sa vie, qui a ouvert à Londres je me rappelle pas du nom en anglais, mais un organisme de recherche justement sur l'impact de comment la naissance a lieu, puis quel impact sur la santé de l'individu ça va avoir jusqu'à sa mort. De l'enfant ou de la maman? De De l'enfant. l'enfant, de Ok, sa naissance, comment ça s'est passé jusqu'à sa mort. ok. Et il rapportait dans ses recherches que, je pense que ça fait plus de 30 ans qu'il a ouvert ça, c'était ce centre de recherche-là, que, en fait, quand la physiologie de la femme est respectée à l'accouchement, donc on n'a rien touché, on a laissé faire les choses, en fait, elle va sécréter de l'ocytocine de synthèse, de l'ocytocine naturelle, De la qui fait vraie? donc l'adrénaline. Mhm. Ben, pardon, oh là là, je suis en train de tout mélanger. Ok, qui fait de l'ocytocine naturelle. L'ocytocine naturelle, c'est ce qui crée, oui, les contractions, Mhm. mais ça crée aussi le lien d'attachement. C'est-à-dire qu'à l'accouchement, plus que n'importe quel autre moment de notre vie, parce que oui, quand on fait l'amour, quand on mange du chocolat, quand on s'achète une belle robe, ça nous fait cet effet où on sécrète de l'ocytocine. Mais à ce moment de notre vie, c'est le boost de notre vie. Genre, on n'a Mhm. jamais eu autant d'ocytocine dans le corps. C'est fait pour tomber en amour avec son bébé et se dire, cet enfant-là, je suis prête à tout pour. Mhm. Je suis prête à m'ouvrir, à sentir que mon corps va se déchirer en 1000 morceaux. Je vais le faire. Ouais. Parce que je l'aime tellement que ça me dépasse. Mhm. Si on met de l'ocytocine de synthèse, on n'a pas accès à ça. Ah. C'est qu'on nous demande de pousser avec des contractions qui sont pas régulées par notre cerveau, qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus rapprochées. Et on ne sent pas ce truc-là. Fait qu'on a des femmes qui disent « Ah, c'est quoi ça? C'est mon bébé? Oui. Erk! » Ça arrive plus souvent que ce qu'on croit, hein. Oui! Mm. Et des mamans qui disent « Ça m'a pris des années avant de vraiment sentir que je l'aime, cet enfant-là. Mhm. C'est atroce. Mhm. D'où les dépressions postpartum, D'où les souvent. dépressions Mhm. aussi. Et ce que lui a observé sur la vie de l'individu, c'est que si à la naissance, il n'a pas ressenti ce cocktail d'ocytocine de sa mère, qui évidemment lui est aussi attribué, et l'ocytocine qui se diffuse dans la pièce par voie aérienne aussi, donc aux gens qui sont Mhm. autour, là. Fait que lui, il en a reçu autant que la mère, ce bébé-là. S'il l'a pas reçu, toute sa vie, il va avoir de la difficulté à sécréter sa propre ocytocine, qui Ok. est l'hormone du plaisir et de l'amour. Mhm. Donc, il va être beaucoup plus à risque de dépression. De dépression, ouais. Mais aujourd'hui, il y a combien de femmes qui ont leur boost d'ocytocine dans le tapis comme elles sont censées avoir? Mhm. Très peu. Puis on peut faire le lien très facilement avec le taux De personnes de qui prennent des personnes. Ouais, antidépresseurs? exact. Ouf. Ouais. Puis justement, toi, ton enfant aujourd'hui. Alors, mon enfant aujourd'hui, ma fille, a bientôt 1 an et demi. Elle a jamais vu de médecin de sa vie. Elle a été une seule fois malade, puis on s'est guéri comme on fait à la maison avec des produits naturels et ça a super bien été. Mhm. C'est un bébé, je devrais plus dire ça, elle est quand même grande, mais elle est souriante, elle est pleine de vie, elle est curieuse, elle est juste toute pleine de sa propre nature. Oui. Elle est vivante. Oui. Ouais. C'est vrai que tu as une belle petite, elle est vraiment adorable. Est-ce que tu aurais des ressources à nous donner en ce qui concerne l'ANA pour les personnes justement qui aimeraient en savoir plus? Oui, alors Michel Audin, ça reste quand même pour moi une des principales ressources. Il a écrit plus d'une vingtaine de livres. Il y en a qui ont été traduits aussi en anglais, pour ceux qui préfèrent en anglais. Il y a Julie Bonaparte et puis maintenant sa fille Malika qui sont au Québec, qui œuvrent dans cet ordre-là depuis plus d'une trentaine d'années, qui sont des super belles ressources. Elles offrent des formations aux familles, aux professionnels. Ensuite, on a Emma Cruzy aussi, qui est une ressource. C'est une Française qui fait beaucoup de podcasts sur plein de sujets, puis qui a fait une série de 21 vidéos ouais, d'1 heure sur justement le sujet de l'accouchement physiologique avec des tas de professionnels, dont Michel Audin, dont Julie et Malika Bonaparte, puis qui s'appelle Mainmise sur l'humanité. En tout cas,
Ouais, il y a 21 vidéos là-dessus. Mhm. Ensuite, il y a le reportage, moi, que j'ai adoré, même si ça m'a beaucoup bousculé quand je l'ai vu, de Nina Nar, qui est un reportage, un documentaire, en fait, qui est réalisé sur 6 ans, qui est Ok, évidemment indépendant. ok, ouais. Donc, elle a financé elle-même avec de l'aide de plusieurs personnes, qui s'appelle Faut pas pousser. Ok. Et dans tous les sens du terme, je trouve que c'est un très beau titre qui donne beaucoup, beaucoup d'informations, qui démystifie plein de peurs, de choses qu'on nous dit qui sont pas vraiment, Hmm. comme on l'a dit aujourd'hui, pas vraiment ce qu'on pense que Ouais, c'est. ouais. Puis il y a au Québec, on a la chance d'avoir Karine Laceva qui a ouvert l'école Quantique Mama, qui fait des formations aussi, des préparations à la naissance virtuelle, comment vivre l'intensité de l'accouchement. En tout cas, elle fait vraiment des belles choses. Elle a un site internet vraiment incroyable. Puis il y a aussi une page Facebook que j'ai beaucoup beaucoup aimée, qui s'appelle Badass Mother Birther, qui est une page où les femmes qui ont fait des ANA partagent avec tout leur cœur et sans cacher quoi que ce soit, Sans filtre. sans filtre, la vidéo de leurs enfantements libres. Puis moi, ça m'a beaucoup inspirée de me dire si toutes ces femmes l'ont fait, je peux aussi réussir mon Ouais, projet. c'est un défi réalisable. C'est Hmm. ça. Hmm. Et j'ai vraiment... ouais, ça m'a vraiment beaucoup aidé d'avoir cette ressource-là. Puis toi, est-ce que toi, ton expérience a impacté des personnes autour de toi? Euh, oui, dans le fond, j'ai eu 2 amies qui étaient présentes à mon accouchement, qui avaient jamais accouché et qui avaient jamais vu d'accouchement. Mhm. La première, elle était en formation justement pour être doula, donc accompagnante à la naissance. Puis elle m'a dit par la suite que ça a vraiment, ça a changé sa façon de percevoir la naissance Mhm. par rapport aux connaissances théoriques qu'elle avait eues. Puis ça l'avait vraiment inspirée à elle-même déjà. Elle a envie pour son premier de faire ce projet-là d'Anna. Puis c'est comme si ça avait changé vraiment sa vision de qu'est-ce que ça peut être quand Mhm. on enlève nos mains de Ouais, ce ouais, je processus. comprends. Puis j'avais aussi ma deuxième amie qui était là, qui, elle, a choisi par choix de ne pas avoir d'enfant dans cette vie-là. Puis elle m'a rapporté que ça avait été une grande chance pour elle de pouvoir le vivre à travers moi quand même, ce processus. Puis c'est que ça avait comme guéri quelque chose en elle. Elle Ok. avait pu faire la paix avec Avec son son choix, propre choix. finalement. Ouais. Waouh, c'est vraiment beau. Puis l'impact que ça a eu aussi sur mon chum, qui a eu Oui. tant d'hésitation à me laisser vivre ce processus de cette façon-là, qui m'a dit par la suite qu'il était tellement fier, tellement inspiré, qu'il avait vu cette force que j'avais en moi qui était il avait pas pu percevoir à ce point-là, Ouais. comme quelque chose, et je peux dire la même chose de moi-même. Oui. Quand je revois les vidéos, ça m'arrive de les regarder de cet enfantement-là, je me dis, mais j'ai fait ça! Ouais. Waouh! J'ai réussi ça! Puis je vois quand je prends mon bébé, que je le sors de moi-même, puis que je l'approche de moi, que je la serre contre moi, je fais juste répéter, on l'a fait! On l'a fait! Puis c'est tellement un accomplissement, je trouve, de pouvoir Mhm. sentir que j'ai accompli ça avec une telle intensité que ça me dit je suis capable de faire n'importe quoi. Ouais, c'est ce que tu me disais la première fois qu'on s'était vu. Tu as eu l'impression que maintenant, plus rien peut m'arrêter. Je te comprends. C'est quand même un projet incroyable que vous avez mené à terme. Est-ce que... oui, c'est ça, justement, par rapport à ton conjoint, tu me disais que les quelques jours qui ont suivi ton accouchement étaient vraiment platoniques, que vous étiez en amour l'un pour l'autre. Et tu me racontais une anecdote avec, avec votre bébé qui est assez drôle. Je me suis noté l'anecdote caca. Est-ce que tu peux nous l'illustrer? En fait, j'avais à propos de ce fameux boost d'ocytocine là, c'est pas juste pour créer le lien d'attachement. Ben oui, c'est pour ça, mais ça crée quelque chose de vraiment particulier dans le corps que j'ai pu observer pendant des semaines après. Et en fait, ma fille est née le 21 décembre, puis le 25 au soir,
On n'avait pas fêté Noël, on était juste tous les trois, puis on était dépassés. On a choisi de faire le placenta lotus en plus. Fait que pour Mhm. ceux qui connaissent pas, c'est on a préservé le cordon ombilical, on l'a pas coupé. Puis on avait le placenta dans un petit sac à côté du bébé non-stop. Fait que ça a été tout un truc à gérer en plus d'avoir juste Logistique. un nouveau-né. Fait que là, on se retrouve dans le lit, il est comme 18 heures, on est tellement brûlé qu'on est déjà allongé. Puis en fait, on a pu s'endormir qu'à 5 heures du matin. Et au lieu d'être fâché, parce que notre bébé, vu qu'il y avait le placenta lotus, on pouvait pas mettre les couches comme on voulait, puis nous on était aux couches lavables, fait qu'on en mettait partout dans le lit, puis on était comme oh mon Dieu. Et je pense que ça faisait la 7e fois d'affilée qu'on avait les fameux caca d'allaitement explosifs, qu'on se disait mais non, ça se peut pas qu'il y ait autant de pression dans un petit être, et qu'on se fait tout savoir, je pense. Et donc là, on arrive à cette 7e fois, il est 5 heures du matin. Puis là, je sais plus lequel de nous deux enlève la couche. Puis là, on a le caca explosif où il y a du jaune fluo plein le lit. Puis on est comme, ça se peut pas. Et en fait, au lieu de faire la réaction qu'on aurait eue habituellement de oh non, bah là, voyons. Mais en fait, on a juste explosé de rire. Mais à rire, à en pleurer les deux, tellement qu'on savourait l'instant, puis qu'il y a rien qui pouvait gâcher notre moment. Ouais, vraiment une euphorie Une finalement. euphorie, Mm. de l'amour et de l'amour. Et je me suis dit à ce moment-là, repense à ça toute ta vie, parce que si Mm. toute ta vie tu dédramatisais toute cette façon-là, qu'est-ce qu'elle serait plus douce. Oui, oui, oui. Fait que c'était pour illustrer à quel point ce boost d'ocytocine, il est hyper important, puis à Mhm. quel point il est bon. Ouais. Puis tu me parlais aussi au niveau justement du retour à la sexualité qui des fois peut être long, que chez vous ça n'a pas été long du tout. Non, c'est vraiment, je pense que c'était dans les 2 premières semaines. Ouais, c'est quand Puis, même. Ouais. ok, j'ai eu de l'aide avec des méthodes aussi ancestrales qui, notamment, est le Yoni Steam, fait Mhm. que le sauna pour vagin, Oui, 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 oui. qui m'a beaucoup aidé quand même. Mais oui, c'est quand même très rare, je Mhm. pense, les femmes qui ont eu leur boost de cytocine puis qui ont le goût là, de faire l'amour assez Ouais, rapidement ouais, ouais. après avoir accouché. C'est très Oui, parce qu'il y a la fatigue, il y a la fatigue physique aussi, parce que le corps a quand même pris, Ben oui, il a c'est quand même tout un pris pas marathon. mal. Ouais, c'est ça. Puis les craintes aussi, commencer après, est-ce que je vais avoir mal, est-ce que ça va être pareil? Puis, non, Mhm. 2 semaines, je t'avouerai que c'est quand même peu fréquent. Oui. Euh, Tu me disais aussi que finalement, cette expérience te dépassait, puis que tu avais l'impression d'avoir une mission, puis le devoir de porter un message. Ouais, j'ai vraiment ce feeling que je l'ai eu quand j'ai été enceinte et que j'ai eu ce projet-là et que j'ai vécu cet enfantement-là de cette façon-là et que ça s'est passé comme je l'avais visualisé, comme je m'étais préparée. J'ai eu le sentiment que ça allait servir à plus grand que juste avoir vécu moi, mon petit Mhm. moment avec ma famille. Ouais. Et je suis à nouveau enceinte aujourd'hui. Je prépare, et j'ai envie de dire, évidemment, un Mhm. deuxième Anna. Parce que pour nous, c'est mon chum qui a dit en premier, ah mais c'est sûr, on refait ça. Ouais. Pour quelqu'un qui était indécis à la base. Là, c'était une évidence. C'est comme, Ouais. non, ok, on refait notre équipe, il y aura qui? C'est magique. Et tout ça pour dire que c'est, c'est comme, je sais plus où on en était. C'est l'ocytocine qui revient. Non, je voulais préciser aux auditeurs que justement, si on veut te suivre dans ton message, dans le message que tu portes, tu as une page Facebook qui s'appelle La gardienne de la physiologie. Oui. Donc on peut aller aimer ta page et puis suivre toutes les petites capsules que tu fais qui sont vraiment intéressantes. Puis tu parles aussi Mhm. de l'après-grossesse, tu as parlé de la DME, tu as parlé de l'allaitement. Fait que c'est une très belle chaîne Facebook à suivre. Puis est-ce que toi tu aurais un mot de la fin? Oui. Écoutez, à toutes les personnes enceintes ou qui ont ce projet-là, informez-vous parce que savoir, c'est reprendre son pouvoir. Puis vous avez le pouvoir de réaliser votre projet comme vous il vous semble bon. Alors, Savoir, c'est prendre le pouvoir. J'aime vraiment ouais, cette phrase. Merci beaucoup, Cécile, pour ton temps. ça m'a fait plaisir. Puis on va certainement se reparler d'autres sujets à l'avenir. Génial.
Merci à tous pour votre écoute. Il faut savoir que lorsqu'on a tourné cet épisode avec Cécile, Cécile était enceinte de son second bébé et moi je n'avais pas encore mon troisième. Donc depuis, on a beaucoup de choses à vous dire encore, notamment sur le cheminement que font faire les enfants, le cheminement intérieur. Alors restez à l'affût parce qu'on va se reparler avec Cécile à plusieurs reprises dans le podcast sur différents sujets. Je vous rappelle que l'infolettre du podcast est maintenant disponible, alors je vous invite à vous rendre sur le www.ceciliacolombier.com afin de vous inscrire à l'infolettre. Vous allez avoir aussi le lien en description du podcast et dans les liens en bio sur mes réseaux sociaux. Je vous invite à vous y abonner. Vous recevrez chaque dimanche une pépite pour votre semaine. À bientôt!